Donc, justement, la question de la prospective n'est pas tout à fait celle de la prévision, puisque la prospective, ça consiste à travailler sur l'idée qu'on a de l'avenir, étant entendu que cette idée, c'est une idée du présent. Ce que nous avons vu, d'ailleurs, sont essentiellement des idées du présent. Et comme nous sommes 20 ans après ce que nous avons publié sous le titre 2100, Récit du prochain siècle, il est intéressant de voir qu'est-ce qui reste de ce qu'on avait dit à l'époque et qu'est-ce qu'il faut abandonner. Alors, aujourd'hui, nous avons cette échelle quantique dont le film parlait un petit peu, mais pas de façon très claire, qui est 1 milliard de fois plus petite que nous, puisque nous sommes de dimension métrique. Là, c'est 10 puissance moins 9 mètres, avec des arrangements qu'on appelle les nanotubes. Et puis ici, quelque chose de tout à fait caractéristique, c'est une particule qui se trouve à plusieurs endroits à la fois. C'est-à-dire que lorsqu'on va à cette dimension, on a des objets qui sont à plusieurs endroits à la fois. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait étranger à notre compréhension immédiate, mais qui débouche sur des propriétés étranges, notamment le fait de pouvoir transmettre des messages plus vite que la lumière. Ce sont des expériences qui ont été faites en Suisse déjà il y a quelques années. Donc ce monde quantique, on n'a pas fini d'en faire le tour, et vraisemblablement il nous réserve beaucoup de surprises, notamment sur la conductivité électrique, sur la transmission des messages, sur une nouvelle forme d'informatique. Alors, lorsque on parlait d'énergie à l'époque, eh bien on disait voilà les émissions de gaz carbonique, et on voit ces émissions en effet se déplacer vers l'Orient qui est en train de se développer, mais aussi on a une prévision de réduction importante aux États-Unis et en Europe, qui est peut-être un petit peu optimiste par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Néanmoins, ce que l'on sait du système énergétique, c'est pas qu'il va y avoir une pénurie de pétrole ou de charbon, c'est qu'on va être obligé de diminuer nos consommations de pétrole et de charbon à cause de l'effet de serre. Et ceci, ça donne des scénarios qu'on avait mis à cette époque-là, que je ne serais pas tenté de changer beaucoup, dans lequel, par rapport au prolongement des tendances, eh bien, on a un tiers d'énergie qui sont des énergies dont on aimerait bien se passer, mais qu'il faut quand même utiliser pour faire la soudure, donc le charbon, le pétrole, le gaz et le nucléaire. Un tiers d'énergie dite renouvelable, donc l'hydraulique, les barrages, les biomasses, énergie à partir de l'agriculture, du bois, etc., le solaire et l'éolien, et puis un tiers d'économie d'énergie. Donc le gros problème, c'est d'économiser les énergies. C'est pas tout à fait ce qu'on voit dans le film, mais c'est néanmoins ce qui est en train d'essayer de se décider, car tous les gouvernements sur la planète essayent de promouvoir de l'économie d'énergie. Alors je dirais que notre analyse du XXIe siècle est basée sur un modèle qui est un modèle résultant d'un constat historique. Depuis le XIIe siècle, il y a des transformations successives de systèmes techniques qui sont en même temps des transformations de civilisation. Ces transformations portent sur 4 pôles qui sont les matériaux, l'énergie. Alors là, c'est la révolution industrielle, c'est-à-dire le XVIIIe et XIXe siècle, et puis la structuration du temps. Disons qu'au Moyen-Âge, on avait les clochers de village, les heures canoniales de Charlemagne, et là, on a le chronomètre, c'est-à-dire le dixième de seconde à peu près, à la limite du seuil du sensible humain. Et puis la microbiologie pastorienne avec son microscope. Donc, les cellules. Ça date du XIXe siècle. Mais à partir des années 80, eh bien, on a vu que cette civilisation, dans laquelle l'axe dominant, c'est matière-énergie, avec des consommations de plusieurs centaines de tonnes par habitant chaque année, eh bien, cet axe dominant n'est plus dominant dans le nouveau système. Là, c'est une civilisation matérialiste et scientiste
D'ailleurs, le film est encore dans le matérialisme scientiste. Et nous abordons une civilisation à partir des années 80 qu'on appelle la révolution cognitive, dans lequel ce n'est plus l'axe horizontal, matière-énergie, qui est dominant, c'est l'axe vertical. Pourquoi? Parce que ici, nous dépassons la vitesse de fonctionnement des neurones. C'est-à-dire que votre microprocesseur, celui que vous avez dans votre téléphone, dans votre micro-ordinateur, il calcule déjà en nanosecondes, c'est-à-dire 100 millions de fois plus vite que votre cerveau. Et puis ici, vous avez le problème de la relation de l'espèce humaine avec la biosphère, et notamment de la préservation de la nature, qui est quand même menacée par les activités humaines. Alors là, c'est l'axe vertical qui domine, c'est l'axe temps vivant, et donc le problème, c'est qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que le temps? C'est un vieux problème philosophique qui nous renvoie à la philosophie grecque, et même peut-être avant la philosophie grecque. Problème de la matière et de l'énergie qui sont ceux soulevés dans le film, avec une utilisation de la capacité de calcul qui est uniquement, je dirais, paranoïaque. C'est tout ce qu'on voit dans le film, ce sont des histoires de militaires et de policiers. Voilà. Donc, est-ce que vraiment on va vers quelque chose qui ressemble à cela, ou est-ce qu'on n'a pas plutôt un problème de prise de connaissance et de capacité de calcul et de saturation par le calcul? Alors, c'est la contraction du temps. Donc, je vais d'abord faire quelques remarques sur la contraction du temps. D'abord pour dire que, ne serait-ce qu'en 2010, vous avez là l'Internet mondial. 28,7% de la population mondiale, avec ici, en Europe, au-delà des 2/3, disons. Ici, en Asie, alors quelque chose de très inégal. Vous voyez la Corée qui est très équipée, Singapour aussi. Et puis, l'Inde et le Pakistan qui sont en train de débuter, mais qui commencent très vite actuellement, et la Chine qui a dépassé en nombre d'internautes les États-Unis l'an dernier. Et alors, dans le cas de l'Amérique du Sud, c'est très inégal aussi, et dans le cas de l'Afrique, vous avez 4 ou 5 pays qui commencent à faire partie du club, et puis le reste qui, effectivement, va y arriver, mais ça sera vers 2015-2020. Ce qui est important, c'est que si on regarde la vitesse à laquelle s'équipent les différents pays, dans 15 ans, les 3/4 de la planète seront équipés, c'est-à-dire que ça ne sera plus des professionnels, ça sera le grand public. Le film essaye d'ailleurs de mettre en scène des gens du grand public, mais qui sont des anciens hackers. Alors que là, c'est vraiment le grand public qui se sert tous les jours d'Internet pour son information, ou pour ses achats, ou pour son travail. Alors, je donne simplement un petit exemple. Vous voyez ce monsieur. Ce monsieur, il s'appelle Ballard. Et alors, il a découvert l'épave du Titanic en 85. Et puis après, l'épave du Bismarck. Alors, il a monté un système de formation. Et dans son système de formation, il y a 1,7 million d'étudiants et 38 000 enseignants. Vous connaissez une université qui fasse ça? Pourquoi? Parce que son système de formation il est sur Internet. Donc vous avez là une multiplication extraordinaire des possibilités. Alors vous voyez, ce monsieur, ben quoi, c'est un plongeur sous-marin. C'est pas un informaticien professionnel. Donc c'est quelque chose qui montre un exemple qui laisse penser l'ampleur de la transformation du système d'enseignement qui est devant nous. Et puis, il y a aussi, vous vous souvenez, après la guerre, il y avait le mur du son. Mais maintenant, c'est le mur du temps. Parce que les machines vont plus vite que les neurones. Et ça a une conséquence, c'est qu'on ne vit pas dans une société d'information, mais de désinformation. Et ça met en l'air la théorie économique. Cette théorie économique suppose que le consommateur est parfaitement informé et vigilant. Or, il ne l'est pas. Et la désorientation est partout. D'abord, il y a hyper-choix, c'est-à-dire trop de possibilités de choix. On n'a pas le temps de calculer véritablement ces choix. Quand vous allez dans un hypermarché, il vous faut 1/10 de seconde pour passer en revue chacun des produits qui sont sous votre regard.
Si vous avez 10 000 produits, ça vous prend 20 minutes, et vous sortez de là avec la tête comme une citrouille. Surcharge cognitive, quotidienne. Alors ça, c'est le tableau de Magritte qui s'appelle le thérapeute, en face de ce mur du temps. Mais, autre résultat, c'est que dès lors que l'argent circule autour de la planète à la vitesse de la lumière, le système financier devient instable. Et là, vous avez la valorisation des grandes banques de la planète. Vous voyez, Citigroup, JP Morgan, HSBC, Barclays, Crédit Agricole, Deutsche Bank. Alors, le rond bleu, c'est en 2007, et le rond vert, c'est en 2009. Vous voyez, dégonflement de la bulle. Quelque chose de tout à fait étrange. Regardez Citigroup, vous voyez, le rond vert ici. Alors, le résultat, 176 crises économiques depuis 25 ans, d'après Stiglitz, un prix Nobel d'économie, dont les plus connus, Mexique, Indonésie, Thaïlande, Corée, Japon, Russie, Argentine, nouvelle technologie, subprime, depuis 2008. Alors que fait la classe dirigeante financière depuis qu'elle exerce le pouvoir sans partage, c'est-à-dire 90, elle fait des bulles. Voilà. Elle fait des bulles avec cette devise Shadok, quand on ne sait pas où on va, il faut y aller le plus vite possible. Alors en plus, évidemment, le pouvoir d'émission monétaire est passé des États aux banques, qui en font l'usage que vous savez. Mais en face, il se passe quelque chose qui n'était pas du tout dans le film. C'est qu'il y a des gens qui inventent d'autres formes de monnaie, ce qu'on appelle les monnaies complémentaires. Alors, il y a un ancien de la Banque centrale de Belgique, qui s'appelle Bernard Liétard, qui a fait cette courbe. Et en 1985, ici, il y avait une petite douzaine de monnaies complémentaires. Aujourd'hui, il y en a 5000 à travers le monde. Alors, ce qu'on connaît le plus dans le public, ce qu'on appelle les SEL, les systèmes d'échange locaux. Mais depuis l'année dernière, il commence à y avoir des plateformes sur Internet pour designer des monnaies qui aient des effets sociaux prévisibles. Par exemple, au Japon, ils ont inventé une monnaie pour le soin aux personnes âgées. Vous avez une grand-mère qui est à 100 km, vous prenez soin d'une personne âgée à côté de chez vous, elle vous donne des jetons de cette monnaie avec laquelle vous allez payer quelqu'un qui va s'occuper de votre grand-mère à 100 km. Et donc, vous avez un circuit de solidarité, parce qu'effectivement, les usagers de cette monnaie finissent par se connaître entre eux. Il y a un autre exemple, à l'université du Kansas. Eh bien, l'université avait repéré que les étudiants n'allaient pas souvent en ville, qu'ils n'avaient pas beaucoup de contact avec la population urbaine. Ils ont inventé une monnaie qui s'appelle le buckaroo. Donc, tous les ans, l'université émet une certaine quantité de cette monnaie, la donne aux associations de travail social en ville, et elle dit aux étudiants, pour vous inscrire aux examens, il faut ramener 20 buckaroos. Alors évidemment, comme on est aux États-Unis, est-ce qu'on peut acheter des buckaroos au lieu d'aller les gagner en faisant du travail social? La réponse est oui, mais le cours du buckaroo, en 5 ans, est passé de 5 à 15 $, ce qui veut dire que les gens préféraient aller en ville, et le contact entre les étudiants et la ville est redevenu important, alors qu'il y avait un clivage social qui s'était établi. Donc si on gère intelligemment des systèmes de monnaie complémentaires, on peut transformer, faire évoluer les comportements, et il y a un certain nombre de gens qui réfléchissent en se disant que plutôt qu'une monnaie mondiale qui actuellement serait évidemment le dollar, dont on sait comment il est géré, eh bien peut-être il vaudrait mieux avoir de multiples monnaies qui chacune ait des effets positifs sur les comportements des gens, et non plus cette espèce de course à l'enrichissement dans lequel nous avons été placés depuis quelque temps. Alors l'ampleur de la diversité du vocabulaire est quand même en train d'exploser. C'est pourquoi j'ai pris l'image de la tour de Babel. Donc la technologie, c'est 6 millions de références, donc 100 fois une langue normale, 1000 fois le vocabulaire d'un homme cultivé, 10 000 fois ce qu'il faut pour se débrouiller dans la rue. Et les espèces vivantes, c'est entre 6 et 30 millions. C'est-à-dire que la diversité de la technologie rejoint à peu près la diversité biologique. Et nous sommes tous des illettrés, puisque 60 000 mots,
celle-ci 1700 langues, faire entrer dans 400 mots une réalité qui s'y refuse, ça c'était le projet du management des années 80, devient impraticable. Alors, on change, paradigme scientiste, paradigme cognitif. Et effectivement, là, vous avez, j'irais, Platon d'un côté, Aristote de l'autre. On avait proposé ça au ministre de la Recherche, Hubert Curien, à l'époque, comme reclassification, parce que vous savez, les sciences sont encore classées sur la classification d'Auguste Comte, qui a quand même un petit peu vieilli. Donc là, vous avez les sciences de la matière et du rayonnement, et là, vous avez les sciences de la vie. Et le problème, c'est que, avec ce qui est en train de se produire, la révolution cognitive, tout ce qui se développe, c'est entre les deux. Entre les deux, les sciences cognitives, l'éthologie, la biologie des comportements, les rapports techniques-société, etc. Alors jusqu'à présent, les sections du CNRS n'ont pas repris cette façon de voir les choses, mais ça ne saurait tarder. N'est-ce pas, Pierre? Alors, la National Education Association a aussi fait une série de slides, je vous en montre une, sur attention les neurones. Attention les neurones, et vous avez en effet, je ne sais pas si vous le savez, des gens qui sont tellement branchés sur les ordinateurs qu'ils en deviennent malades. Il y en a certains qui sont terminés à l'hôpital. Et là, vous avez en plus, Biology, une critique évidemment de la commercialisation du système éducatif. Mais voilà une enquête qui a été faite en Allemagne. Là, vous avez vu tout à l'heure les ingénieurs allemands de la Fraunhofer qui se mettaient à faire des robots, à bidouiller des robots. Mais ça, c'est une enquête qui est dans le Bade-Württemberg. Dans le Bade-Württemberg, ils ont fait une enquête très allemande, avec une statistique détaillée, sur les dessins d'enfants, d'environ 5 ans, même milieu social, etc. Un premier échantillon, vous voyez ici, les enfants qui regardent la télé moins d'1 heure par jour. Deuxième échantillon, les enfants qui regardent la télé plus de 3 heures par jour. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour solliciter l'attention du téléspectateur, les chaînes de télé font des séquences de plus en plus courtes. Vous avez même maintenant un film avec des séquences de 1 seconde et demie. Et là, c'est plutôt 3-4 secondes, si vous voulez, à la télé normale. Alors, pour un cerveau adulte, ça stimule simplement l'attention de changer de plan. Mais pour un cerveau d'enfant, ça l'entraîne à zapper. Et du coup, il zappe en l'absence de télévision, il n'arrive plus à se concentrer. Les enseignants vous diront à quel point ils ont du mal à ce que les enfants se concentrent sur leur tâche. Donc vous voyez ici quelque chose qui n'est pas du tout expliqué dans le film, qui est la rétroaction sur le mental et sur le fonctionnement quotidien du mental des individus. Alors là, je ne fais que montrer les dessins, si vous voulez. Mais derrière, il y a une étude statistique solide. C'est pas avec 5 dessins qu'on va avoir quelque chose de scientifique, mais croyez-moi sur parole, c'était publié dans Psychologie Magazine en France, repris par Courrier International, et dans Die Welt en Allemagne. C'est une enquête assez sérieuse. Alors, maintenant, je vais parler de l'autre aspect. J'ai parlé de l'aspect temps, et je vais parler de la relation homme-biosphère. Alors là, l'empreinte écologique, qui est la surface nécessaire pour nourrir et satisfaire l'ensemble des besoins économiques d'un individu, eh bien dans le cas des États-Unis, elle est de l'ordre de 10 hectares par tête de pie, et dans le cas de l'Europe, de 5 hectares, et puis dans le cas du Kenya, ça doit être moins de 1 hectare. Mais si on fait le total, eh bien on voit que dès maintenant, à partir de la fin des années 80-90, on a dépassé la carrying capacity de la planète, c'est-à-dire que nous vivons sur des ressources non renouvelables. Là, il faut 5 hectares en renouvelable pour satisfaire tous les besoins, y compris les besoins énergétiques. Donc ça suppose un univers sans pétrole, sans gaz, sans charbon, donc sans ressources non renouvelables, qui se produira évidemment à échéance.
Alors, nous vivons sur des ressources non renouvelables, et le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer, compte tenu que la plupart de ces ressources non renouvelables aussi augmentent l'effet de serre, et donc changent la température et les conditions générales de vie. Ça, c'est un graphique sur 1000 ans, qui a été fait par le groupe du climat, qui compte quand même plusieurs milliers de chercheurs, que certains lobbies ont essayé de discréditer l'an dernier, mais enfin, c'est pas très crédible. Et ce graphique montre, pendant le 21e siècle, là, vous voyez 1000 ans, et puis le 21e siècle, ici, craque, entre plus 2, plus 1,6 et plus 6 degrés. Il faut dire que ça n'a pas beaucoup changé. Quand on avait fait notre travail 2100 en 1990, il y avait déjà l'université de Boulder au Colorado qui disait que c'était entre 2 et 5 degrés. Donc on était à peu près dans les mêmes fourchettes. Donc quand aujourd'hui on vous sort des courbes comme celle-ci, on n'est pas vraiment surpris. Et puis une montée du niveau des mers, alors là c'est moins clair, de 20 à 165 cm. En fait, on était, dernier rapport du GIEC, c'était 70-80 cm, et depuis ils disent, mais peut-être c'est bien sous-estimé, il y a la dilatation, la fonte des glaciers, etc. Peut-être c'est 2 mètres, peut-être c'est 3 mètres. Alors si c'est 3 mètres, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'installations côtières qu'il faudra refaire. Parce que depuis 50 ans, la population est allée migrer vers les côtes. Nous en sommes ici les témoins. Mais il y a beaucoup de côtes qui sont plates. Et dans lesquelles une montée des eaux de 2 mètres, eh bien, ça veut dire de refaire les installations, peut-être de les refaire en flottant. Donc là, c'est un problème très intéressant, d'autant plus intéressant qu'on n'en entend pas parler, ni dans la presse, ni dans les médias, ni par les politiques. Alors que si vraiment cette question se pose, ça veut dire une quantité de grands travaux absolument gigantesque. Alors voilà, pluies et sécheresses, ça s'était publié par l'Atlas de Nathan du XXIe siècle. Et vous voyez, c'est un scénario 2050, en continuant ce que l'on fait actuellement. Et donc, vous avez ici plus de pluie en Suède et plus de sécheresse en Espagne, pour ce qui est de l'Europe, mais plus de pluie en Chine et plus de sécheresse en Inde. Plus de sécheresse au Venezuela, plus de pluie aux États-Unis. Donc c'est pas évident, il faut une modélisation pour aboutir à ce résultat. Néanmoins, ça montre des contrastes considérables. Et vous avez déjà vu que ces dernières années, vous avez eu des sécheresses redoutables en Australie et des pluies diluviennes en Angleterre. Des sécheresses déjà en Espagne, et puis des pluies, en effet, aux États-Unis. Donc il semble bien que ça corresponde à quelque chose qui est en train de se faire. Néanmoins, si ceci augmente, ça veut dire ce qu'on appelle des réfugiés climatiques. Il semble que le nombre de réfugiés climatiques, des gens qui sont obligés de quitter leur lieu de vie parce que le climat a changé, soit maintenant plus important que ont été au XXe siècle les réfugiés économiques et politiques. Donc on va vers, je dirais, une inquiétude provenant davantage des phénomènes de ce type que de ce que nous avons connu, qui étaient des affrontements internes à l'espèce humaine. Alors, je dis quelques mots des villes parce que l'année dernière, nous sommes passés à plus de la moitié de la population mondiale qui vit dans les villes. Donc on a à peu près 50-50, campagne, ville. Et la moitié de cette population urbaine est en Asie. C'est-à-dire que le poids urbain s'est déplacé de l'ouest vers l'est. Mais les villes, si vous vous souvenez du film de tout à l'heure, on était dans les mégalopoles. Les villes continuaient à augmenter et à augmenter. Mais on ne s'est pas posé la question, pourquoi y a-t-il des villes? Il y a des villes à partir de moins 3000 parce qu'il y avait des places de commerce. Ça a duré très longtemps. La Ligue hanséatique, les places de commerce portuaires. Et puis au XIXe siècle, c'était des concentrations de main-d'œuvre industrielle. Et puis au XXe siècle, c'était des concentrations de main-d'œuvre tertiaire. Mais compte tenu d'Internet et des moyens de communication, est-ce qu'on a vraiment besoin, dans le tertiaire, que les gens soient tous les jours, à la même heure, devant le même bureau?
s'ils peuvent travailler avec un ordinateur portable connecté depuis n'importe où. Donc là, la nécessité d'un fonctionnement urbain est beaucoup moins évidente au XXIe siècle qu'elle ne l'était dans la deuxième moitié du XXe. Et on commence d'ailleurs à voir que l'espèce humaine dans son ensemble a une évolution un peu préoccupante et que vous avez des villes, ça s'appelle en anglais des shrinking cities, c'est-à-dire des effondrements urbains. Et là, vous voyez des photos qui viennent des États-Unis, de maisons abandonnées, Détroit évidemment, l'industrie automobile qui s'effondre, la ville où il y avait l'industrie automobile s'effondre. Mike Moore a fait un film où il montre son père, qui est un ancien ouvrier de l'industrie automobile, contempler le lieu où il travaillait autrefois. Et alors, c'est d'ailleurs critiqué, ça fait un certain nombre d'années que les Nations Unies publient d'autres indicateurs que le PNB. L'année dernière, M. Sarkozy a demandé à des experts économistes de lui donner d'autres indicateurs plus pertinents que le PNB. Mais développement, donc, de quoi? Durable, d'accord. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une relation avec la nature, qui ne soit pas seulement une obligation. C'est pour ça que nous, on dit jardin planétaire. Parce que jardin, le jardinier, c'est un gardien. C'est la même étymologie que gardien, jardinier. Alors, évidemment, pour prendre soin de la nature, les humains devront vivre auprès de la nature. Alors, on reconstitue des jardins de l'époque romaine. Et puis, Hundertwasser et d'autres architectes proposent des villes vertes. Et puis, vous avez Freiburg. Il y avait le quartier Vauban où était l'armée française en Allemagne. Puis l'armée française est partie. Il y a un maire écologiste et il a eu l'occasion de remodeler complètement ce quartier, ce que tous les maires n'ont pas. Alors il y avait des toits solaires, il y a des bâtiments à énergie zéro, il y a de la collecte collective, il y a des transports en commun, etc. Et BZ au sud de Londres aussi. Dans le Golfe, on est allé plus loin. C'est le projet Masdar. Actuellement, le projet Masdar, il est dans cet état-là. C'est-à-dire qu'on est encore au stade des grues. Mais l'idée, c'est une ville à empreinte écologique zéro, avec des véhicules spéciaux à l'intérieur. Alors, c'est très intéressant de voir qu'un pays pétrolier du Golfe dit, moi, je sais qu'un jour, il n'y aura plus de pétrole, je vais faire une ville à énergie zéro. C'est possible, techniquement, mais encore faut-il le faire. Et là, ils utilisent l'argent du pétrole pour effectivement le faire. Alors je passe rapidement à une autre question qui est la démographie. Comme tu le disais tout à l'heure, quand en 2100 on faisait des projections, on disait on va plafonner. On va plafonner. Et on commence à voir que la fécondité, même dans les pays à forte fécondité comme l'Afrique, ça a tendance à se stabiliser. Et là on disait 12 milliards peut-être. Les Nations Unies avaient dit 10 milliards en 2100. Et puis, les agronomes disaient, mais enfin, la planète peut nourrir 30 à 40 milliards. Oui, mais à quel prix? Si c'est pour avoir des nappes phréatiques polluées à la génération suivante, ça veut dire que ça ne va pas durer longtemps. Et donc, c'est pas 30 à 40 milliards dans un système durable, pour reprendre l'adjectif bien connu. Et puis, plus récemment, les démographes des Nations Unies ont dit, mais on va non pas stabiliser à 2,1 enfants par femme, qui est le taux de reproduction correspondant à l'état actuel de la médecine, de la mortalité infantile, mais plutôt vers 1,8. Et à ce moment-là, on a un scénario de ce type, dans lequel on plafonne aux environs de 9, vers 2080, comme vous voyez, et puis après, on réajuste la population mondiale. Peut-être, je dirais que la population raisonnable sur la planète, elle est plutôt du côté de 4 milliards que du côté de 10. C'est pour être vraiment en équilibre avec la nature. On commence à oser dire ce genre de choses alors qu'on était dans une perspective de toujours plus. Pourquoi toujours plus? C'est pas parce qu'on sera 10 milliards au lieu de 4 qu'on sera plus créatif, qu'on sera une civilisation plus élaborée et plus valable aux yeux de nos descendants. Alors si on regarde
les pyramides des âges. Je suppose que vous savez ce que c'est qu'une pyramide des âges. Vous voyez ici, hein, la zone bleue, c'est les moins de 15 ans. C'est les moins de 15 ans. Et puis ici, c'est les plus de 60 ans, en haut. Donc ça, vous savez, en 1950, donc vous avez le baby-boom ici. Hein, c'est le baby-boom. En 2007, ça s'est calmé. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à un cylindre. Et si on prolonge 2050, eh bien on est presque totalement cylindré, avec une classe d'âge de plus de 60 ans qui est quand même assez nombreuse. Ça, c'est mondial. C'est mondial. Si je regarde l'Europe, alors je vois qu'on a déjà ici un signe de régression, et que là, ça se cylindre, mais ça se cylindre avec une classe d'âge de plus de 60 ans qui est l'autre, parce que c'est une classe d'âge qui a été produite par des générations plus nombreuses. Et si je regarde l'Afrique, alors c'est l'opposé, c'est-à-dire que là, vous avez les moins de 15 ans qui sont comme c'était à l'échelle mondiale dans l'après-guerre. Et donc, aujourd'hui, je travaille actuellement pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour eux, tout va se décider dans les 15 ans qui viennent, parce que selon que ceux-là seront instruits et en bon état, je dirais, ou pas, eh bien vous aurez une civilisation qui fonctionnera ou quelque chose de tout à fait anarchique qui risque de se produire. Alors là, hein, les pays africains disent ça va se stabiliser, mais vous voyez ici que la pyramide qui est là ressemble à la pyramide mondiale des années 2007. Alors si je regarde la Fédération de Russie, je vois que depuis l'ouverture des pays de l'Est, c'est une catastrophe démographique. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus fait d'enfants. Pourquoi? Parce que ils avaient un système de protection de crèches, de protection infantile, de gestion collective. Ça a été bazardé, c'est devenu payant, ils n'avaient pas d'argent, il fallait trouver des emplois, etc. Et là, bon, ça se stabilise en 2050. Si je regarde l'Asie, eh bien, c'est une pyramide des âges qui correspond à peu près à la moyenne mondiale, qui est évidemment quand même un petit peu plus puissante que ne l'est la pyramide russe. Donc entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, vous verriez une comparaison assez voisine. Néanmoins, si je reprends ma courbe, je dis que nous allons vers une période critique. Et là, je prends une photo de São Paulo au Brésil, où vous avez la ville officielle là, et puis la favela ici. Il n'y a plus, au XXIe siècle, des pays riches et des pays pauvres. Il y a des riches et des pauvres à 100 mètres les uns des autres sur toute la planète. Et ici, vous avez ce réajustement démographique. Dans le passé, nous en avons connu. La deuxième partie du Moyen-Âge, entre 1300 et 1500, c'est une chute démographique à une densité de population divisée par 2 en Europe, après avoir été multipliée par 3 entre 1100 et 1300. Ce qu'on appelle la Renaissance, c'est la fin du grand déclin du Moyen-Âge. Mais à l'époque, c'était quoi? C'était le réajustement qui était fait par les famines, les pestes et les guerres, tandis qu'aujourd'hui, on a peut-être la chance que le réajustement soit volontaire, par diminution de la fécondité, car il y a quand même une grande invention au XXe siècle, qui est la contraception. Alors, certains pensent qu'on va vers un choc des civilisations, Huntington, mais en fait, le travail de Huntington, moi je l'évalue beaucoup plus comme une étude de marché pour les fabricants d'armement que comme une critique réelle du système, parce que si vous regardez le paysage mondial des religions, ben vous voyez qu'il n'y a aucune religion qui puisse prétendre devenir dominante mondialement. Tous les systèmes sont en interaction, et d'ailleurs ici, hein, vous avez des syncrétismes, ici et ici, qui sont la superposition de plusieurs croyances dans les mêmes dans les mêmes ethnies. Alors j'insiste pas là-dessus, simplement, lorsque vous avez une période critique, comme celle que j'ai montrée tout à l'heure, eh bien, il se produit des phénomènes qu'on peut comparer à ce qui s'est passé dans d'autres périodes critiques de l'histoire. Par exemple, la civilisation industrielle a eu sa crise de jeunesse en 1848. C'est une révolution européenne, 1848, la révolte des canuts, les premières grandes révoltes des ouvriers, hein, qui se sentaient opprimés par le système industriel. Hein, c'était
Et donc, aussi bien en Angleterre que dans l'Europe continentale, vous avez eu cette espèce de montée de protestation. Alors, Martin Mavia, qui est notre grand historien des révolutions, dit que c'est une révolution ratée, 1848, parce que ce sont des conservateurs qui ont pris le pouvoir. Oui, mais il ne se rend pas compte d'une chose, c'est qu'après, il y a eu une politique de grands travaux. C'est-à-dire qu'on a fait l'urbanisme de Haussmann, on a fait les voies ferrées, on a fait les canaux, on a même fait le canal de Suez et le canal de Panama en exportant tout ça, et donc on a structuré le système de manière que le déploiement de l'activité industrielle puisse devenir planétaire. Et là, après 1929, vous avez eu aussi une politique de grands travaux et une politique d'encadrement des jeunes. Dans le cas de Roosevelt, ça s'appelait Camp William James, c'était un mouvement du genre scoutisme. Dans le cas de Hitler, ça s'appelait les Hitlerjugend. Donc les mêmes outils peuvent servir des finalités opposées. Ce sont des périodes à haut risque. Des bifurcations à haut risque de ces périodes critiques. Beaucoup d'économistes disent en fait le New Deal de Roosevelt n'a pas suffi. Ce qui a vraiment relancé l'économie, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'était des dépenses qui ont permis de remettre la machine en route, de redonner de l'emploi, du revenu et donc des possibilités de consommation. Alors, les grands travaux du futur, puisque nous disions on va vers une crise de jeunesse semblable à ce qu'a été 1848, mais pour notre société cognitive et non plus pour la société industrielle. On dit on en est au même stade de changement du système, et donc la crise de jeunesse, nous avions prévu en 1990 une crise systémique entre 2010 et 2020. Bon, on est un petit peu en avance. Donc il y a une marge d'erreur. Crise systémique dans laquelle on sort effectivement en changeant de système, vraisemblablement de système monétaire, je vais parler des monnaies alternatives, et vraisemblablement aussi un certain nombre de grands travaux, cité marine à cause de la montée des eaux, mais aussi, vous voyez, cité marine ici, ce qui se fait dans le Golfe à Dubaï, ça c'est une photo, c'est une photo. En 2007, c'est comme ça. Alors évidemment, c'est une cité marine de luxe. Bon, il y a d'autres projets de cité marine au Japon ou ailleurs, plus en Extrême-Orient que chez nous. Et puis vous avez ce genre de grands travaux, 46 fleuves connectés par 10 000 km de canaux en Inde. Et quand vous savez ce que c'est que les fleuves indiens, le Gange, le Brahmapoutre, c'est pas rien. C'était décidé par le gouvernement de Manmohan Singh, qui a été réélu l'année dernière. Et donc c'est titanesque. Et c'est effectivement dans la zone où le grand château d'eau de la planète, c'est-à-dire l'Himalaya, est en train de commencer à fondre des glaciers. Donc à perturber tout le régime hydrographique. Donc ils prennent leurs précautions pour essayer de contrôler le régime hydrographique. Vous avez des grands travaux semblables en Chine. Et d'ailleurs, vous avez ici le barrage des Trois Gorges, car les Chinois... malgré toutes les critiques qu'on a faites de ce travail, les Chinois n'hésitent pas à faire d'énormes investissements, et quelquefois, d'ailleurs, pas seulement les villes champignons, mais aussi des investissements qui essayent de résoudre ce problème de relation avec la nature et de stabilisation de la société. Alors, autour de la Méditerranée, vous avez toutes les usines de dessalement. C'est aussi des grands travaux. Donc nous arrivons à une prospective qui dit peut-être 3 périodes de 40 ans, 1980-2020, les désarrois de la société du spectacle, symbolisés par cet individu, et puis la société d'enseignement, de recherche et de grands travaux. Ça c'est un projet dans la baie d'Osaka au Japon, avec un tunnel où passent tous les transports, qui prend en enfilade les plateformes qui sont tout autour de la baie, y compris le grand aéroport de Kansai, qui est le plus grand aéroport du Japon, et peut-être, après 2060, société de création. Et là, vous voyez, c'est un projet du haut physicien américain O'Neill, dont nous parlions tout à l'heure dans le train, qui est une planète creuse artificielle dans laquelle vous avez un écosystème embarqué, écosystème complet, c'est-à-dire capable de se renouveler. Voir que les humains, s'ils vont tout seuls dans l'espace, comment est-ce qu'ils vont faire leurs courses? Il va falloir redescendre pour récupérer
de quoi manger au supermarché tous les 8 jours. Donc ça ne va pas. Donc il faut un écosystème complet, c'est-à-dire capable de vivre sur lui-même. Et il y a une expérience qui s'appelle Biosphère 2, qui est l'Arche de Noé du 3e millénaire, entre 1991 et 1993. Alors voilà ce que c'était que Biosphère 2, mais à l'intérieur, c'est quoi? C'est un potager. C'est-à-dire un jardin. Et une nature domestiquée avec 2700 espèces animales et végétales différentes, puisque vous avez des animaux pour les insectes pollinisateurs, etc. Donc, voilà un tableau dans lequel la relation à la nature devient un enjeu absolument stratégique, en même temps que l'autre enjeu, qui est celui de qu'est-ce que c'est que la pensée humaine et qu'est-ce que c'est que l'interaction des pensées humaines. Et vous vous souvenez que Heidegger, en 1953, avait dit l'essence de la technique, il n'y a rien de technique. 1953, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale avec les terribles révélations qui ont été les camps d'extermination d'une part et Hiroshima d'autre part. On était dans l'industrialisation extrême, qui est l'industrialisation de la mort. Donc voilà ce qu'il dit, l'essence de la technique n'est rien de technique. Ça dépasse la technique proprement dit. L'essence de la technique est l'être lui-même. Et l'essence de la technique moderne, au sens de 1953, c'est une réquisition au nom de la raison. C'est-à-dire que, sous prétexte des besoins humains, on réquisitionne la nature, et pour réquisitionner la nature, on réquisitionne l'homme lui-même. Donc on est possédé par ce phénomène de réquisition, une possession au sens des sorciers. Et donc, la question qui se pose, c'est, dans le plus extrême péril, croient aussi ceux qui sauvent, dit-il, il faut réhabiter en poète, en citant Hölderlin, qui était un grand poète allemand du début du 19e. Et qu'est-ce qui est arrivé depuis? Eh bien, je crois que nous avons une essence de la technique qui a changé, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce système-là, on est dans autre chose, et notre conception de la vie change, car l'homme se bâtit des conceptions qui sont différentes selon l'époque où il se trouve, conceptions qui sont en rapport avec les problèmes de survie de l'époque. Et là, c'est ce que j'appelle l'élargissement de la conscience, c'est-à-dire qu'on intériorise les rythmes vitaux. Et on se dit, le modèle jusqu'à présent, c'était le struggle for life, la lutte pour la vie, qu'on avait traduit en doctrine politique. La lutte pour la vie, c'est aussi la lutte pour la conquête des marchés. C'est aussi la lutte militaire, c'était aussi la lutte politique au milieu du XXe siècle. Mais il y a 800 millions d'années, les bactéries qui étaient en lutte pour la vie s'associent pour former des êtres pluricellulaires. Extraordinaire. Les végétaux, puis les animaux et les humains, chacun constitué de 6, 10 puissance 13 ex-bactéries. Si les bactéries avaient continué, on ne serait pas là pour en parler. La lutte pour la vie. Donc c'est la conscience qui s'est manifestée sous des formes de plus en plus globales, de la cellule au végétal, de l'animal, puis à l'homme, puis demain, l'extension de la conscience de l'homme à la biosphère tout entière. Donc l'être humain est simplement une suite logique et un porteur de l'évolution de la conscience. C'est ça qui se profile de mon point de vue. C'est un point de vue quand même personnel, ce que je me permets d'exprimer devant vous. Et j'évoque aussi un concours qu'avait organisé l'UNESCO il y a quelques années, dont voici une lauréate. C'était un concours de dessin d'enfants. Alors il y a des valeurs d'abord, des valeurs qui sont déclinantes: domination, conquête, performance, montante, empathie, individuation, qui est l'opposé de l'individualisme, et résilience, avec les auteurs correspondants. Donc je parlais de ce concours de l'UNESCO. Donc voilà, Carolina dos Santos, 12 ans, Brésil. Je vous remercie de votre attention.